Alors, bon début d'après-midi à toutes et à tous. Quelle belle journée, n'est-ce pas, pour lancer des ateliers sur la sociologie de l'intelligence artificielle, puisque c'est l'objectif principal des ateliers, de faire de l'intelligence artificielle, ou peut-être, comme Yves Gingras le dirait, des algorithmes, un objet sociologique, un objet de recherche sociologique. Ce matin, Yves Gingras nous a fait l'honneur de lancer le cycle d'ateliers Sociologia. Cet après-midi, nous avons le plaisir d'accueillir un sociologue qui travaille depuis maintenant quelques années sur l'intelligence artificielle. Alors, Jonathan Roberge, qui est professeur à l'Institut national de la recherche scientifique, Urbanisation, Culture et Société, et également titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les nouveaux environnements numériques et l'intermédiation culturelle. Jonathan Roberge est membre du groupe de travail Humania, du laboratoire sur la communication et le numérique, et également membre du CIRST. Ses recherches déploient progressivement une sociologie critique de la culture numérique. Au fil des ans, il a publié des articles sur la circulation des images numériques en contexte urbain, sur la ville numérique, sur la transformation du rôle des intermédiaires culturels dans la société numérique et sur la régulation numérique de la culture. Depuis quelque temps, ses recherches se sont orientées autour de l'intelligence artificielle. Il a publié un article sur le régime, ou plutôt les régimes de justification des algorithmes entourant les Google Glass, les lunettes Google. Il a également co-dirigé un ouvrage collectif avec Robert Seifert sur les cultures algorithmiques. Et plus récemment, il a débuté des recherches sur la gouvernementalité de l'intelligence artificielle et prépare actuellement avec Michael Castelli la publication d'un ouvrage collectif sur la vie culturelle de l'intelligence artificielle. Dans cette lignée, Jonathan Roberge nous propose aujourd'hui une conférence sous un intitulé particulièrement incisif. IA, Québec et Frères Inc. : gouvernance, privatisation et sciences ouvertes. Je vous rappelle en passant que cette conférence s'appuie sur un article de Jonathan Roberge, un chapitre dans un ouvrage collectif qui va être publié bientôt et qui est actuellement disponible en ligne en pré-publication, dont le titre est le suivant: Deep Learning's Governmentality, The Other Black Box. Alors, Jonathan Roberge, à vous la parole. Très bien. Vous m'entendez bien? Oui, super. Merci Yann, merci de cette généreuse introduction. Soit dit en passant, je connais Yann depuis au moins 25 ans, donc c'est toujours un plaisir de travailler avec lui. Voici pour le plan de l'exposé. On m'a dit 45 minutes, 1 heure. J'essaie de faire le plus possible, ce qui veut dire que j'essaie de parler vite. Vous serez prévenus. Donc, petit prolégomène pour essayer un début de tentative d'effort de théorisation à partir de la problématique qui nous occupe. Dite théorisation qui va être bien sûr ancrée à partir du cas montréalais, mais je pense que l'état actuel des sciences sociales par rapport au problème que pose l'intelligence artificielle est quand même beaucoup relié à un effort de théorisation. Et celui-là, cet effort-là d'idée de cybernisation du pouvoir, vous allez voir, ce n'est pas de moi, mais c'est une des avenues possibles. Ce n'est pas la seule, mais c'est une des avenues possibles. L'autre deuxième point sera comment on peut distancer la bonne gouvernance, et j'insiste sur l'idée de bonne gouvernance, et en faire l'objet d'une théorie ou d'une compréhension plus poussée qui serait celle d'une réelle gouvernementalité. Vous allez voir qu'est-ce que je veux dire par là, à partir de Foucault, mais en me distançant aussi de Foucault. Et ça sera appuyé par un nombre incalculable de photos et de graphiques, et ça sera beaucoup appuyé sur le cas de Montréal, qui finira par, bien sûr, parler des vraies choses, c'est-à-dire « where's the money ?» Et « where's the money ?» La réponse, c'est dans le Myland. Je vous le dis tout de suite, donc on regardez tous par là, c'est bon? OK. Donc, l'idée de Québec et Frères Inc., c'est pas de moi, c'est ce texte absolument intéressant, j'ai failli dire délirant,
intéressant, de Jean-Jacques Simard. Et il fallait connaître le personnage de Jean-Jacques Simard, qui est un sociologue à l'Université Laval. Moi, je l'ai connu quand il était en fin de carrière. Et ce texte-là, Québec et Frères Inc., c'est pas de la grande sociologie, mais c'est rempli de perles. Et pour l'anecdote, vous voyez que c'est daté de 1979. Dans ce texte-là, Simard parle de les nouvelles élites lettrées québécoises qui s'emparent de l'État-providence et qui donc remplacent les vieilles élites. Vous voyez le genre de topo. Tout ça pour dire que c'est pas exactement... Oups, je viens de changer de... C'est pas exactement une inspiration totale, mais j'aime beaucoup ce texte parce qu'en bon anglais, c'est un head-scratcher. Vous pouvez partir avec ce texte-là et vous poser de nouvelles questions, proposer de nouvelles idées à partir de ce genre de choses-là. Entre autres choses, ça a donné le texte que vous avez ici, que vous pouvez retrouver encore sur le site du CIRST. L'idée, essentiellement, là, si vous le défaites à partir du contexte de 1979 d'un côté et de 2019 de l'autre côté, l'idée, c'est simplement de regarder les relations très, très serrées ou les proximités entre un nombre assez restreint, ma foi, de joueurs importants. Vous êtes dans, le Québec autant que moi, vous êtes dans un régime de circulation très, très poussé des élites. Dites élites qui se déplacent, qui changent en nature, en forme, en capacité, en pouvoir, etc. Et c'est ça, en fait, l'enjeu aujourd'hui, c'est de voir quels sont les rapports de proximité et quels sont les rapports de circulation, sachant justement qu'une petite société n'est pas une société sclérosée. Une petite société, c'est une société dans laquelle les relations de pouvoir entre les élites sont très innervées. Et c'est cet innervement-là qui est intéressant. Comment, donc, vous avez énormément de micro-liens qui fait en sorte qu'un très petit nombre d'acteurs se mettent à avoir des relations très structurantes entre eux. Et ce sera le cas de l'intelligence artificielle à Montréal. De fait, c'est une première dimension de la théorie. L'autre dimension, puis là, vous regardez justement, vous essayez de comprendre 2016, 2017, 2018, 2019 avec cette théorie-là. L'autre dimension, c'est sachant que c'est contingent et c'est historique, mais vous essayez de faire un peu le paysage ou la topographie, donc c'est ce que j'ai appelé la topographie dynamique, parce qu'on est vraiment dans de la cybernisation. On est dans quelque chose d'une topologie dynamique entre ce qui va aussi devenir, parce qu'on parle d'un mode de calcul, et donc fondamentalement, il y a une question épistémologique qui se pose avant même qu'on parle de l'agentivité des acteurs. Avant même qu'on parle de gouvernementalité, il y a quelque chose de fondamental qui est vraiment le rapport entre qu'est-ce qu'apporte cette nouvelle forme de connaissance automatisée, algorithmique, etc. Et donc, on sera dans une topologie des rapports entre pouvoir et savoir. Vous me voyez venir, on se rapproche de Foucault, mais on ne se rendra pas là. Ça va? Voilà. OK. Donc, dans le texte qui sert d'appui à la présentation, vous avez, entre autres, ces deux tentatives de résumé, là. Le premier qui dit, essentiellement, l'enjeu pour les sciences sociales, c'est de découvrir justement de quoi, non seulement de quoi on parle, qui fait quoi, mais de quelle sorte d'enjeux on parle. Et ça, c'est un grand morceau de la sociologie de Marcel Fournier. Quels sont les enjeux fondamentaux et à partir de quels enjeux on peut construire une bonne sociologie? Donc, c'est ça qu'on essaie de faire, c'est-à-dire what is at stake, quelles sont les tensions, les luttes, les conflits, les efforts pour, encore une fois, coopter la connaissance et donc, avec cette connaissance-là, s'arroger une part d'argent sonnant et trébuchant et une part de pouvoir symbolique, par ailleurs. L'autre chose, je vous laisse lire, mais l'idée, encore une fois, par l'idée de la cybernétique, c'est que ce n'est pas un pouvoir qui va être structurant, qui va empêcher des choses. L'idée, au contraire, puis vous l'avez cette même idée chez Foucault, l'idée du pouvoir positif, c'est-à-dire l'idée, c'est faire circuler. Il faut que ça soit innervé, il faut que ça soit irrigué en termes de sanguinité, à la limite, vous pourriez dire. Et donc, c'est le pouvoir... not to creating barrier and obstacle, but rather one to usher and foster the circulation, etc., etc. Et vous êtes toujours dans des enjeux de légitimité. Encore une fois, parce que vous avez à avoir la légitimité des uns, dans la petite clique de ceux qui ont du pouvoir, va se refléter dans la légitimité des autres. Voilà. Tout ça, donc, pour essayer de construire sur un état des lieux, un état de la pratique, construire une certaine forme de théorisation. Et là, ça tombe bien parce que, dans le fond, l'intelligence artificielle, malgré qu'elle se dit inductive, malgré qu'elle se dit fondamentalement mathématique, elle relève une énorme quantité d'a priori épistémologiques que vous pouvez défaire, une énorme quantité d'a priori méthodologiques que vous pouvez, encore une fois, remettre sous la coupole de « mais est-ce qu'on est simplement en train de parler d'un ensemble cybernétique et auquel cas, qu'est-ce que ça ferait comme théorisation? » Quels sont donc les liens entre la cybernétique et l'intelligence artificielle? Assez simplement, vous avez l'idée d'un contrôle,
là, je ne vous fais pas la théorie de la cybernétique au complet, mais l'idée d'un contrôle va avoir une dimension opérationnelle, mais une dimension politique aussi, bien sûr. Contrôle à partir de quoi? À partir du traitement de l'information. Donc, vous prenez, à travers le bruit, le noise, vous essayez de capter des signaux, traduisez ces signaux-là en informations valables ou intéressantes, et à ce moment-là, vous faites des boucles de rétroaction pour adapter, encore une fois, votre action dans un monde incertain. La mathématique ou le système cybernétique est franchement équivalent à sa réalité dans son effectuation d'un point de vue social à ce moment-ci. Donc là, vous avez des boucles de rétroaction dans ce que, par exemple, McKinsey va appeler des vectorization machines. Mais essentiellement, c'est dans l'ensemble des sphères d'activité ou dans l'ensemble des conceptualisations possibles que cette idée de cybernétique-là va se mettre à s'immiscer. La dimension technique est relativement couverte à ce moment-ci. Historiquement, qu'est-ce que vous avez? Historiquement, vous n'avez pas du tout un projet téléologique qui serait une flèche historique de « il n'y avait rien au début, on s'en va vers quelque part, donc on a un projet et un effort linéaire ». Ce que vous avez, justement, c'est des progrès, et on insiste sur les exclamations ici, qui sont justement pas de l'ordre de la flèche dans le temps, mais de l'ordre de plein de boucles cybernétiques, plein d'arrêts, de reparts, de restart en bon anglais. Et donc, si vous prenez, par exemple, l'histoire au long cours à partir des années 50, vous avez différents hivers qui correspondent à différentes boucles cybernétiques. Vous avez celle-ci qui est très amusante, qui est la boucle de Gartner. Vous connaissez la courbe de Gartner? Gartner est un consultant qui calcule tout simplement les attentes du marché d'année en année, principalement aux États-Unis ou dans le monde. Et celle-ci, par exemple, est très amusante parce que c'est la courbe de 2017. Qu'est-ce que vous avez comme hype? L'ultime hype de 2017? Deep Learning, Machine Learning. Qu'est-ce que l'ensemble de ces hypes-là font? Est-ce qu'ils sont dans un processus téléologique de progrès? Pas du tout. Les hypes montent, descendent, etc. et font des loops cybernétiques. Et là, vous êtes possiblement, puis c'est ce qu'on va voir à partir de Montréal dans l'exemple tantôt, mais vous êtes possiblement dans l'absolue hauteur d'une de ces loops-là. Ça va? Et donc aussi, ce que vous avez quand vous déconstruisez l'idée du progrès, déconstruisez l'idée qu'on s'en va dans une direction et qu'il y a une nécessité à ce que l'intelligence artificielle avance de cette manière et pas d'une autre, vous êtes à la fois dans une perspective historique qui va dire non, il y a des contingences historiques, mais vous êtes aussi dans une contingence sociologique fondamentale. Et c'est ça qu'aujourd'hui, on perd franchement de vue, c'est-à-dire que ce n'est pas des échanges où tout le monde est frères et tout le monde s'enligne les uns pour les autres vers un certain progrès technologique. Au contraire, quand vous regardez l'ensemble des progrès dans le domaine de l'intelligence artificielle, vous êtes dans ce que Grandall va appeler des cooperative struggle. Vous êtes dans un modèle, finalement, d'opposition entre des joueurs qui des fois collaborent et qui d'autres fois compétitionnent, et ce qui fait en sorte qu'on oublie pourquoi, bien souvent, les mauvais coups ou les choses qui ne fonctionnent pas sont simplement passées en dessous du tapis. C'est parce qu'on ne porte pas attention à l'ensemble de ces détails-là qui prouvent justement que il y a beaucoup de ces fois-là où on développe l'intelligence artificielle que ça marche tout simplement pas et ou très mal. Je vous donne quelques exemples. Donc, l'idée de la nuée, là, vous comprenez un peu. L'idée de la nuée, en fait, vient des théories de comment les algorithmes ont été déployés dans le domaine financier. Les algorithmes dans le domaine financier, c'est des compagnies qui font des algorithmes pour découvrir les stratégies de leurs opposants et donc pour faire des achats, des ventes, etc. C'est un modèle d'intrication les uns contre les autres. Quand vous arrivez aujourd'hui dans l'intelligence artificielle, il y a plein de ces choses-là qui sont des nuées, qui sont des conflits, qui sont des compétitions et qui sont des choses qui n'ont aucun bon sens d'un point de vue du progrès, mais sur lesquelles on porte moins attention. Deepfake, par exemple, devient un réel problème, mais c'est du progrès au sens de l'intelligence artificielle. Le deepfake, c'est-à-dire d'être capable de changer les voix des gens, etc., c'est une avancée de l'intelligence artificielle qui est un réel problème. Vous avez, et là, je vous en passe, c'est des meilleurs, vous avez toutes sortes de conneries qui vont changer le domaine de la porn. Vous avez énormément de conneries qui vont changer le domaine du marketing. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir de la reconnaissance faciale. Pourquoi? Parce que vous allez avoir de la reconnaissance d'émotions, etc. Ça, c'est du progrès au sens de l'intelligence artificielle. Mais bien sûr, ça ne rentre pas exactement dans les discussions sur les comités d'éthique, etc. Mais c'est cette part-là qui doit être prise en considération dans un projet plus holistique de comprendre l'ensemble des déterminations sociales, économiques, politiques d'une chose comme, appelons ça l'intelligence artificielle, en dépit de ce que M. Gingras veut bien penser. Ça va?
Je vous laisse sur cette fin d'acétate, sur cette image-ci, qui est de la semaine dernière. Tout le monde a entendu ce fiasco grandiose. Donc celui-là, le Google to pull the plug on AI Ethics Council. Quand même, ces choses-là ne s'inventent pas, là. Google crée un conseil pour s'orienter dans ses enjeux éthiques, invite plein de gens importants, entre autres des présidents de compagnies qui font des drones, entre autres des gens de la Heritage Foundation. Tout le monde crie au scandale et après une semaine, ils sont obligés de défaire leur... D'un point de vue cybernétique, d'un point de vue de boucle de rétroaction, d'un point de vue d'une incapacité d'une compagnie à penser que ça n'a aucun bon sens d'inviter le président de la Heritage Foundation sur son board. Vous voyez, c'est cet effort-là de penser ce que les Anglais appelleraient des remnants à ce moment-ci, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas dans l'IA, qui doivent être théorisées, qui doivent être prises en considération et qu'on ne réussit pas à prendre en considération si on n'a pas ce genre de théorie-là qui non seulement s'intéresse au bon coup, mais qui s'intéresse aussi franchement beaucoup à ce qui ne marche pas, l'ensemble des dimensions négatives. Donc, arrivons un peu plus près de Montréal en se disant, bien, regardez, qu'est-ce qu'on a à Montréal aujourd'hui? Vous avez, suivant la dimension historique qu'on a dit tantôt, une situation 2016, 2017, 2018, 2019 qui relève franchement de l'énervement ou de l'innervement, devrais-je dire, collectif. Je suis un cas parfait de hype. Et là-dedans, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites d'un point de vue sociologique, c'est-à-dire, entre autres, à partir de Goyce, il va dire, bien, regardez, l'intérêt de la hype, c'est justement de vous rendre dans un état pseudo-magique ou pseudo-enchanté dans lequel les choses vont devenir possibles. La pensée critique va relativement se retirer, l'argumentaire va relativement se retirer, et vous allez avoir une envie d'action assez importante à cause de la hype. Donc, qu'est-ce que la hype montréalaise? Essentiellement, c'est deux choses. Nous, on a fait énormément d'études médiatiques au groupe de recherche à l'INRS pour essentiellement arriver avec deux types de rhétorique. Le premier que vous connaissez, qui est la rhétorique de la révolution. Donc, des occurrences du mot révolution de l'IA dans les médias, on en a, on ne sait plus quoi en faire. Autre chose qui est très intéressante, c'est la rhétorique de la plaque tournante. Montréal est une plaque tournante, Montréal est une plaque tournante. Vous la retrouvez à peu près, Benjo le dit, Montréal International le dit, les médias l'ont dit, tout le monde le dit. C'est quoi le problème avec ça? Vous avez en anglais, ils disent un mediascape, dans lequel 90 à 95% du discours va toujours dans la direction positive de « on est beau, on est fin, on est grandiose ». Où est le retour de la boucle? Où est la dimension critique? Où est la dimension simplement réaliste de dire « est-on vraiment une plaque tournante? » Il a donc fallu, lui qui s'appelle Philippe ou Eric Munker, c'est quand même drôle, expressonomique, il faut lire ça, c'est quand même drôle. Munker est un des rares journalistes à avoir dit « ben désolé de vous briser votre ballon, mais Montréal n'est pas une plaque tournante. » Si vous regardez, par exemple, des indicateurs du type les investissements en centaines de millions de dollars dans le monde, Montréal ne fait pas le top 25. Singapour fait facilement le top 25. Montréal ne fait pas le top 25. Toronto a fait le top 20. Mais vous êtes loin, loin, loin de villes, même du type Tel Aviv. Là. Montréal n'est pas le centre du monde. Montréal n'est pas le centre du monde non plus quand vous regardez le nombre de publications par chercheur, le nombre de beaucoup, beaucoup de métriques, donc, pour dire que cette hype-là, elle a une réalité, c'est-à-dire qu'elle a réussi à convaincre énormément de personnes, mais qu'en tant que telle, la hype, elle s'auto-promeut, ce qui est de fait l'idée même d'une cybernétique. Nous qui sommes plus méchants et qui sommes plus sociologiques, on s'intéresse à des questions plus prosaïques, du genre, à quoi ça sert une hype comme ça? Qui ça sert de fait? Et, c'est pas de la socio, c'est de la Sciences Po, mais quelqu'un comme Harold Lasswell, par exemple, on va dire, oui, mais regardez, posez-vous les vraies questions. C'est quoi les vraies questions? Where's the money? Who gets what, when and how? Vous êtes dans un modèle pragmatique, brutal de sciences sociales qui fait la job. Appelez ça comme vous voulez, vous pouvez être d'accord, pas d'accord, mais le modèle de suivre les acteurs dans leurs objectifs et pourquoi ils développent les objectifs et quels sont les moyens qu'ils mettent en opération pratique, mais surtout, et c'est ça la dimension, à la limite, ce que je fais moi, de sociologie culturelle, les objectifs symboliques ou les moyens symboliques sont absolument importants. Et à ce moment-là, bien, vous tombez assez proche aussi, donc, de ce que va être la gouvernementalité chez Foucault, qui est de dire, bien,
comment tout ça change, comment ça évolue, mais dans les microtransactions, à la fois les contrats, les modalités, les financements, les centres de contrôle, etc., etc. L'idée, donc, est de dire qui construit ce qu'on pourrait appeler le système au Québec, le système de l'IA, l'écosystème. M. Gingras en a parlé plus tôt. L'écosystème est un gentil mot qui veut dire une quantité d'acteurs regroupés, qui ne sont pas tous amis, mais qui ont une communauté d'intérêts qui fait en sorte qu'ils vont s'aider les uns les autres à construire une réalité qui n'existait pas 5 à 10 ans auparavant. Quand vous prenez donc les deux idées de cybernétique et de Québec et Frères Inc., qui sont ces frères-là? Qui sont ces structures, ces institutions-là qui vont se regrouper, qui vont se coopter les unes les autres et qui vont accoucher donc de ce bébé-là qui va être l'IA au Québec? Bien, entre autres choses, vous en avez un premier qui est franchement important, qui est celui-là, qui est presque en amont, qui est la grappe. Ouais, au début, c'était le comité d'orientation de la grappe en intelligence artificielle. Après, c'est devenu simplement la grappe en intelligence artificielle, etc. Et tout ça sont bien sûr des documents publics, là. Donc, premier pilier, la dimension économique. Il y a quelqu'un, quelque part, je ne vous dis pas qui a convaincu le ministère de l'Économie, de la Science et de la Technologie qu'il fallait vraiment y aller, en bon anglais, all-in, langage de poker, et mettre beaucoup d'argent dans l'écosystème montréalais parce qu'il y avait quelque chose de fantastique qui était en train de se passer, un innervement radical à Montréal. Il y a des gens, donc, dans cette grappe-là, dans ce comité d'orientation, qui ont dit, bien, regardez, il faut qu'on mette beaucoup d'argent, entre autres choses. Donc ça, c'est le tableau récapitulatif sur les 200 millions de dollars. Les 200 premiers millions de dollars, en fait, le premier 100 millions de dollars est arrivé ici, c'est-à-dire que du premier 100 millions de dollars, 80 est allé au Mila. Vous voyez un peu c'est quoi le Mila, mais on va découvrir plus en détail dans quelques instants. Quand vous prenez le premier 80 sur 100, bien nécessairement, vous arrivez à 80 %. Si vous le mettez sur l'ensemble les 200 premiers millions, entre autres choses, apparaît une autre tâche qui est 60 millions qui est donnée à Scale AI ici. D'autres, on a dit plutôt que mystère. Mais chose certaine, les deux gros morceaux ici sont définitivement le Mila et définitivement Scale AI. Et pour répondre à la question, comment on a fait pour passer de ces financements-là à l'annonce d'un gouvernement libéral, à l'annonce plus tard par la CAQ d'un ajout de 300 millions. Vous l'avez en 2018. En plus de 202 millions, il est détaillé dessus, nous croyons fermement qu'un investissement additionnel de quelques 300 millions est nécessaire pour blablabla. En bon anglais, ça s'appelle « calling the shot ». Mais quand le 300 millions est arrivé après, bon. Et là, la question, c'est quels sont les Québec et Frères ou quels sont les acteurs là-dedans? Bien, encore une fois, ce n'est pas pour être schizo, c'est juste pour dire qu'il y a un nombre restreint d'acteurs importants qu'il faut identifier, savoir pourquoi ils font ce qu'ils font. Vous arrivez, entre autres, à ces deux gentils messieurs, un qui est le recteur de l'Université de Montréal et l'autre qui est Pierre Boivin. Pierre Boivin, bien, ça c'est encore une fois là, des extraits du rapport. Pierre Boivin va vous dire qu'il y a une vision structurante, le gouvernement, etc., etc. Mais ce qui est intéressant quand on regarde qui sont les joueurs importants, c'est non seulement qui ils sont, mais le nombre de chapeaux qu'ils portent. Et là, le diable est dans les détails, c'est-à-dire que vous arrivez ici, vous regardez l'ensemble du nombre de chapeaux que Pierre Boivin porte. Membre du conseil d'administration, tu peux être membre du conseil d'administration de plein de choses, c'est relativement peu important. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, on se rend compte qu'il est coprésident du comité d'orientation et 6 mois plus tard, il devient président du conseil du Mila. Dit Mila auquel il a donné 80 % du financement initial. Vous êtes dans, que vous admettiez ou non, que vous soyez d'accord ou non, vous êtes dans quand même un nombre très restreint de joueurs qui s'échangent des informations. Appelons ça comme ça pour l'instant. Il y a des informations qui sont sous forme d'argent, qui sont déplacées d'un endroit à l'autre, et c'est les mêmes personnes qui se déplacent en même temps que les argents. Donc ça, c'est déjà une première chose. L'autre chose, après, vous dites, bien, la grappe industrielle, ce n'est qu'une partie de l'écosystème. Et donc, quelles sont les autres antennes ou les autres parties qui vont venir se greffer sur cette dimension économique de base et qui vont venir, d'une certaine manière, la justifier d'un point de vue symbolique, etc. Deuxième pilier, donc, ou deuxième frère, la grande question de la Déclaration de Montréal, avec un sous-titre assez long, là, genre responsabilité, gentillesse, amour et patrie, quelque chose comme ça. Vous voyez le tabac.
vous comprenez un peu de quoi on parle. Essentiellement, ce qui est intéressant ici, c'est certains autres points qui est de dire, entre autres choses, vous avez, à travers le scientifique en chef, à travers le ministère de l'Économie, à travers le ministère de l'Éducation, à travers l'ensemble des ministères, vous avez un support étatique de tous les instants. Vous avez une mobilisation des acteurs gouvernementaux du type État enabler de tous les instants. Et là, bon, vous l'avez ici dans le scientifique en chef, mais cette dimension-là, elle est absolument fondamentale. Pourquoi? Parce que, dans le fond, c'est une certaine manière de la gouvernementalité d'être a priori. Le gouvernement va appuyer cette démarche-là, ne sachant pas ce qui va advenir de la démarche, premièrement, et ne sachant jamais non plus l'efficacité de la dite démarche. Quand vous demandez, je reviens de la Californie, quand vous demandez aux gens chez Google, j'ai interrogé des gens chez Google pas plus tard que 2 semaines, 3 semaines, qu'est-ce qui motive les ingénieurs chez Google à ne pas faire de gaffe d'un point de vue éthique? Est-ce que c'est des déclarations comme ça? Il y a une grande littérature là-dessus, d'ailleurs. Qu'est-ce qui motive les ingénieurs à ne pas faire de conneries d'un point de vue éthique, du genre enregistrer le comportement de tout un chacun? La peur du scandale. Les gens chez Google vont vous répondre, ce qui nous motive jour après jour, c'est de ne pas avoir un article à propos de nous dans le New York Times. Ces déclarations-là n'ont jamais grandement motivé personne, et il y a beaucoup d'études qui portent sur ces sujets-là qui ont montré que ce n'est jamais mobilisateur au sens effectif du terme. C'est mobilisateur au point de vue symbolique, M. Gingras vous en a parlé, mais d'un point de vue réel, ce n'est pas exactement le genre de choses qui fait qu'un ingénieur chez Google va vous la signez, vous ne la signez pas, vous adhérez pas, ça ne change pas grand-chose. Mais encore une fois, en bon anglais, upfront, le gouvernement a quand même mis beaucoup de ses énergies là-dedans. Ce que vous avez aussi beaucoup dans ces choses-là, et ça, vous l'avez dans les théories de la sociologie de l'innovation, mais des sous-branches, entre autres françaises, sociologie de la traduction chez Michel Calon, par exemple. Il va vous dire, pour monter un projet, pour innerver un écosystème, pour faire en sorte que tout le monde se mette à ramer dans le même sens, il vous faut des porte-paroles. Il vous faut des agents symboliques qui sont plus grands que nature. Bien là, pour le coup, on en a un. Il est au milieu ici. C'est lui qui est le professeur d'informatique, de recherche. Vous savez, il y a à peu près 48 chapeaux maintenant. C'est bien sûr Yoshua Bengio. Yoshua Bengio, au sens de la sociologie de la traduction, c'est l'ultime porte-parole. C'est le cheerleader. Rémi Quirion se dit cheerleader de la science au Québec. Bengio, bien sûr, est le cheerleader de l'intelligence artificielle au Québec. Vous avez donc ça comme dimension. Vous avez aussi, si vous rajoutez une dimension critique, vous remarquez bien sûr dans une sociologie de la justification. Ce que vous avez ici, c'est des acteurs qui sont dans la promotion d'une automatisation poussée des systèmes sociaux, qui vont vous dire, oui, mais regardez, parce qu'on a réussi à trouver des barèmes ou des barrières morales, on est quand même justifié de continuer dans ce qu'on fait. L'extrait de l'entrevue est assez amusant. C'est des entrevues qu'on a faites dans des boîtes de techno à Montréal, qui renvoie assez bien à ce dont on parle, c'est-à-dire l'idée d'une vision ô combien simpliste du social. Et l'idée, M. Gingras a commencé à en parler plus tôt, l'idée de la co-construction. Ce que vous avez dans l'idée de la co-construction, si vous déconstruisez cette co-construction-là, ça veut dire quoi? Il y a une accusation à peine voilée là-dedans qui est de dire, vous, les sciences sociales, vous n'avez pas co-construit ce monde-là depuis les 20 dernières années. Ce que vous faites, les sciences sociales, vous faites autre chose que co-construire le monde. Comme si nous, dans les sciences sociales, on n'avait pas parlé à personne depuis 25 ans. Il y a un court-circuit des sciences sociales dans ce genre d'opération-là où vous demandez aux gens, c'est des citoyens lambda qui sont tous plus généreux les uns que les autres, de dire « Qu'est-ce que vous pensez de la justice? » Est-ce que le citoyen normal va vous dire « J'ai vraiment étudié la question et je suis contre la justice? » Bien sûr que non. Personne n'est contre la justice, personne n'est contre la tarte aux pommes. L'idée, c'est que ce n'est pas une démarche rigoureuse et ce n'est pas une démarche qui fait de la place pour les sciences sociales dans ce que les sciences sociales ont de rigoureux. Et donc, dans ça, vous avez un nombre assez important, tranquillement pas vite, de contradictions performatives, d'approximations, de montées en généralité, qui, encore une fois, sont des justifications d'un point de vue symbolique, mais qui tiennent relativement peu la route d'un point de vue pratico-pratique. Je donne d'autres exemples. Le 6.2 est une contradiction performative sur ce qui est en train d'être fait.
L'intelligence artificielle, ou ce qu'on devrait plutôt appeler l'apprentissage machine, c'est simplement de transférer du traitement de l'information à des machines qui sont possédées par des gens pour que les dites personnes s'enrichissent. Si ça, ce n'est pas de transférer ou de contribuer à des différences de pouvoir, de richesse ou de connaissance, ou de la connaissance qui construit des richesses et du pouvoir, vous n'avez rien, là. L'idée même des GAFAM de ce monde, l'idée même de l'intelligence artificielle, c'est de construire positivement le 6.2. Vous pouvez être contre et le mettre dans une déclaration, ça ne changera absolument rien. Même chose, vous pouvez être contre à peu près toutes les choses, mais si vous... Non, là, je l'ai rembarqué, c'est bon? Je pense. Vous pouvez dire que vous êtes contre beaucoup de choses. You can talk the talk, but you can walk... Non, you can talk the talk, but can you walk the walk? Par exemple, nous, chez nous, à l'INRS, quand Thalès est arrivé, qui c'est que fait Thalès dans la vie? Bien, maintenant, oui, là, mais à la base, nous, les gens de Thalès, quand ils sont venus à l'INRS, on leur a demandé, est-ce que vous êtes une compagnie d'armement? Ils nous ont dit, on fait tout sur un porte-avions, sauf les canons. Mais essentiellement, c'est une compagnie d'armement qui a été développée au même titre que certains autres armementiers français. Thalès, maintenant, fait dans l'urbain, tu as raison, mais essentiellement, c'est une compagnie militaire. Nous, Thalès, à l'INRS, on ne veut pas travailler avec eux. Il y a plein de gens qui veulent travailler avec eux, chacun est libre, il n'y a pas de problème. Mais le problème, ici, c'est le double langage. À la limite, que ça soit économiquement intéressant, que les gens le fassent pour toutes sortes de raisons, c'est ce que je disais tantôt, l'INO, par exemple, des accords économiques très intéressants avec plusieurs entreprises. Le problème, c'est le double discours. Et quand vous avez des porte-paroles qui vous disent on est contre les robots tueurs, on est contre, etc., mais qu'en même temps se ramassent avec Thalès ou en même temps se ramassent dans certains regroupements de chercheurs qui font des contrats pour DARPA, ça se trouve sur Internet, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est des ententes entre des compagnies, Yann Lequin et d'autres laboratoires. Vous êtes dans du double discours qui n'est pas soutenu par les actes. C'est-à-dire les gens vont simplement vous dire qu'ils sont dans la justification morale, on a fait des déclarations, etc. Et l'ensemble de ces problèmes-là, donc de ce problème-ci, ou l'ensemble du pur réalisme que vous avez de ce côté-là, ne va pas être abordé. Est-ce que c'est une des tâches des sciences sociales? Possiblement. Je ne vous dis pas que c'est la seule, mais possiblement. Donc ça, c'est peut-être un deuxième pilier. Un troisième pilier à ce moment-ci, parce que vous êtes obligé de considérer l'ensemble des... comment on a construit l'écosystème. Un troisième pilier, c'est bien sûr l'Observatoire, et là aussi il y a un nom assez long, l'Observatoire sur les impacts sociaux, moraux, juridiques, je ne sais plus trop, etc., etc. Là, vous allez me dire, oui, mais Robert, tu es relativement de mauvaise foi, tu es sur l'équipe perdante, etc. En effet. Non, je ne m'en cache pas, ça ne me dérange pas du tout. Sauf que, il y a quand même quelque chose comme je suis de mauvaise foi, mais je suis un chercheur en sciences sociales. Ça, c'est vrai. Ce qui est faux, par exemple, c'est des choses comme ça. Qui se souvient? Il fallait être à l'Université Laval dans l'ancien temps. À l'Université Laval, dans l'ancien temps, on appelait le fil des événements, on appelait ça la Pravda de l'Université Laval. La Pravda de l'Université Laval, et je suis content de voir qu'elle n'a pas vraiment changé. C'est Daniel qui m'a montré ça, c'est amusant. Dans la Pravda de l'Université Laval, par exemple, on vous explique qu'il y a au moins 82 chercheurs actifs en sciences sociales. C'est une interprétation généreuse. Ce que vous faites à ce moment-là, c'est que vous, conceptuellement, vous faites abstraction de la division facultaire, par exemple, entre les sciences sociales, faculté des sciences sociales, et surtout les facultés de management, administration. Si vous dites qu'il y a 82 chercheurs en sciences sociales dans cette bébête-là, c'est parce que vous êtes généreux de vos regroupements. C'est pas exactement... Rentrons pas dans les détails. Premier détail, il n'y a pas 82 chercheurs en sciences sociales. Deuxième détail, ça c'est la photo du lancement. Il faut connaître un peu les gens, là, mais vous remarquez, il y a énormément d'absents sur cette photo-là du lancement de l'Observatoire. Qui manque, entre autres? Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi les vrais chercheurs, j'allais dire les vrais. Les grands patrons de la recherche en intelligence artificielle qui sont dans l'Observatoire, qui sont co-signataires de l'Observatoire, n'étaient pas au lancement de l'Observatoire. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette journée-là beaucoup mieux à faire. La même journée, à la même heure. Tous les gens importants
en intelligence artificielle n'était pas je ne me souviens plus quel hôtel, mais était au Sheraton, ou c'était pas au Sheraton, mais il était au centre des congrès. Il était dans 2 km, séparé de 2 km. Mais la vraie chose de cette matinée-là, c'est pas le lancement de l'observatoire, c'est le fait que le CFAR annonçait officiellement qu'elle donnait une trentaine de chaires de recherche d'1 million chaque à des grands chercheurs en intelligence artificielle au Canada. Vous avez donc la gang de... Lequin, le chef de la techno chez Facebook, et entre autres choses, Joël Pinault et Pascal Vincent, de chez Facebook. Aussi tendanciellement des fois de chez McGill et de l'Université de Montréal, mais surtout de chez Facebook. Et quand vous faites les 30 millions... Non, pas tout de suite. Quand vous faites la liste de ce qu'aujourd'hui on appelle le modèle de double affiliation, vous vous rendrez compte qu'effectivement, là, vous commencez à être dans les vraies choses, comme diraient mes parents, c'est-à-dire où se trouve la balance du pouvoir, la balance de l'argent quand on parle de recherche, c'est dans ce genre de truc-là. C'est-à-dire donc des gens qui sont Benjo, qui va être chez Omila dans sa chaire de recherche. Bizarrement, vous remarquez, ils ont oublié de dire qu'il était dans le Element AI. Vous allez avoir La Rochelle, qui est bien sûr chez Google. Christopher Paul, qui était à l'Université de Montréal et qui est surtout maintenant chez Element AI. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Pinot, Breakup, Pascal Vincent, etc., etc. Ça, c'est réellement l'ensemble de ce qui est important cette matinée-là. Vous pouvez faire la balance des deux choses, mais cette matinée-là est une manière de concrétiser, j'aurais envie de dire, l'importance du modèle de la double affiliation au Québec. Ça l'assit cette possibilité-là que, en toute légitimité, on aura aujourd'hui des chercheurs qui vont être financés par le fédéral, qui vont travailler chez Facebook le matin, qui vont travailler à l'Université McGill l'après-midi, et que tout ça est correct, pour ne pas dire plus de mots. C'est accepté, c'est entendu, la cause a été débattue, cette chose-là existe, et c'est ça le modèle québécois d'une certaine manière. Bien sûr, le modèle vient d'ailleurs, là, mais cette chose-là, cette matinée-là, vous pouvez argumenter autrement, mais elle joue beaucoup sur l'évolution de l'écosystème. Et ce que vous allez avoir à partir de ce moment-là, c'est un écosystème au Québec qui a plein de chercheurs, franchement dans l'ombre, et une minorité de chercheurs qui émergent parce qu'ils sont capables de se hisser au niveau de ces chaires-là, mais surtout dans le modèle de double affiliation. Ça va? Donc ça serait donc le troisième pilier. Vous avez la grappe, vous avez la déclaration, vous avez l'observatoire, et donc ça un peu. Ça est l'incarnation de ce qui va de fait être le dernier des piliers, qui est le pilier de où se fait vraiment la science réelle, qui fait quoi, où, comment et pourquoi. En fait, je n'ai pas mis le dernier pilier dans la deuxième section. Ça mérite en soi une troisième section, troisième partie de l'exposé, qui est de dire, mais au final, là, tout ce modèle-là, il arrive à quoi? Bien, il arrive à cette possibilité-là d'une privatisation de plus en plus acceptée, de plus en plus acceptable, d'un nouveau modèle économique de la science. Et c'est ça qui est important. Vous n'êtes pas dans le nouvel esprit du capitalisme, là. Vous êtes dans le brand new spirit of capitalism, c'est-à-dire que le modèle technoscientifique rencontre un nouveau modèle économique de financement de la recherche. Le modèle technoscientifique, à ce moment-ci, ce n'est pas ce qu'on disait plutôt justement à travers les brevets, par exemple. Les brevets, c'est vous faites une découverte, vous la brevetez, vous la sécurisez d'un point de vue légal. Là, ici, parce qu'on parle de mathématiques abstraites, parce qu'on parle d'algorithmes, c'est très dur de breveter, à la limite, c'est des théories que vous faites rouler sur des algorithmes adaptatifs, que vous faites rouler sur des bases de données jusqu'à temps que, par induction, vous arrivez à des résultats. D'un point de vue de brevet, c'est très, très dur. Et c'est pour ça que, historiquement, depuis la Silicon Valley, vous avez un modèle de partage assez ouvert, de dire, bien, c'est tellement peu brevetable qu'on va mettre ça en système ouvert. Et ce système ouvert-là est le plus performant pour une quantité de raisons qu'on va essayer d'expliquer. Mais donc, l'idée, là, à la base, c'est de dire, bien, il y a un endroit, concrètement, qui va devenir le quatrième pilier au Québec, de ce Québec et Frères Inc., qui va donc synthétiser à lui-même l'ensemble des relations de proximité et l'ensemble des relations de partenariat, j'aurais envie de dire.
Cet endroit, donc, se situe dans le Myland. Vous irez voir, c'est très intéressant. Et mon préféré, de tous mes préférés, et Dieu sait que j'ai une très bonne collection de captures d'écran. Je vois Marie-Jean Meurs qui prend photo. Vous ne pouvez pas faire, d'un point de vue de sociologue de la culture, vous ne pouvez pas faire plus compact que ça. Ça ne se fait pas. Vous avez tout dans ça, c'est un post de Element AI que j'ai gracieusement copié d'Internet, dans lequel vous avez à peu près tout ce dont je suis en train de parler. Vous avez tous les acteurs qui se déplacent dans le même lieu géographique, presque tous les acteurs, mais tendanciellement qui se regroupent autour du Mila dans le OMILEX. Vous avez une compagnie privée qui félicite l'acteur public, le Mila, issu de l'Université de Montréal, de déménager à côté de lui. Mais en fait, c'est un peu l'envers, à l'endroit. L'élément venait après le Mila, mais c'est la même chose. Tout le monde se félicite. Et la beauté de la chose, c'est que la photo, c'est la même personne. Un des fondateurs de Element AI, qui est aussi le boss du Mila, c'est la même personne. Là. La seule chose qui a changé, c'est la barbe. Mais c'est la même personne. Donc ça, c'est amusant en soi. Mais ce qui est encore plus fantastique d'un point de vue symbolique, c'est le « See you in the stairwell ». Quand on faisait de la vieille sociologie culturelle aux États-Unis, quand je faisais mon postdoc, on appelait ça de la pollution symbolique. Les stairwells, les staircases, etc., historiquement, sont connus pour être des endroits un petit peu obscurs dans lesquels on fait des ententes un petit peu tarabiscotées. L'idée du stairwell, là, c'est l'idée qu'il va y avoir un va-et-vient entre l'acteur public et l'acteur privé, et que par les cages d'escalier, vous allez avoir des échanges. Les gens devaient être très, très bien intentionnés qui ont écrit ça, mais la métaphore reste. Ça donne l'idée de quelque chose d'un peu ambigu, d'un peu abstrait, d'un peu impropre, j'aurais envie de dire. Et de fait, c'est ça l'enjeu. Oui, tout le monde est pour l'idée en anglais, on appelle ça cross-pollination, c'est-à-dire qu'il y ait des échanges innovants, etc., qu'il y ait des brevets, qu'on se partage la richesse, etc. À la limite, ce n'est pas grave. Le problème, c'est le mélange impur du va-et-vient entre l'acteur public et l'acteur privé, dans lequel, très souvent, l'acteur public donne et l'acteur privé, tendanciellement, reçoit. Et c'est ça le problème. C'est que là, vous avez des centaines et des centaines de millions qui sont investis par les taxes de tout un chacun. Il va où cette innovation-là? Elle se retrouve où? Et qui fait quoi avec qui? Et c'est ça le problème. Et quand vous avez ce genre de possibilités-là, il y a quelqu'un quelque part qui devrait s'en inquiéter. Mais vous n'êtes pas dans cette situation-là au Québec, vous remarquez. Vous êtes encore dans la hype, vous êtes encore dans une célébration du fait que plus on met de l'argent, plus on s'en félicite. C'est peut-être problématique. Je vais juste dire que c'est peut-être problématique. Donc, qu'est-ce que vous avez essentiellement là-dedans quand vous regardez d'un point de vue sociologique? Cette science ouverte-là et cette privatisation de la science ouverte, c'est franchement documenté dans la littérature et vous pouvez au moins sortir quelques éléments. Entre autres, un très bon texte de Hanani et Crawford vont vous dire, mais regardez, cette ouverture-là des grands joueurs, cette ouverture-là de la science, elle n'est pas naïve à ce point pour être apparue comme ça dans le plus pur esprit 68 heures ou l'esprit Berkeley ou l'esprit de la Californie. Là. Il y a quelque chose de franchement stratégique là-dedans. Et c'est cette dimension stratégique-là du modèle ouvert qui fait que, un, le modèle est fermé de fait, et deux, c'est cette dimension longue stratégique que vous devez comprendre. Et donc, on essaie de faire en bon anglais un breakout. Là, quelles sont les dimensions importantes? Dimension première, c'est que ce modèle-là est franchement, encore une fois, c'est la même chose que je répète depuis le début, c'est un modèle de proximité. À l'intérieur même des chercheurs et de la production scientifique, vous allez avoir un modèle de cooptation et d'échange entre les chercheurs qui est positif au sens de l'innervement. L'innovation vient de la proximité de ces acteurs-là. Donc ça, c'est simplement un exemple. Vous avez entre autres les deux frères Bengio. Et vous avez des choses, plein de gens qui, à la limite, vous pouvez dire c'est assez cool, de plein de labos qui, des fois, se font concurrence, qui publient ensemble. Le problème, encore une fois, c'est où va la résultante de cette innovation-là. Donc, premier point, proximité des acteurs. Deuxième point qui est franchement important, c'est celui-là. Il y a en bon anglais, un shortage de gens qui sont qualifiés dans le domaine. Et donc, toutes les grandes compagnies s'arrachent les talents, s'arrachent les jeunes qui sont capables
faire de ces entraînements algorithmiques-là. Comment donc les grandes entreprises viennent chercher les talents à Montréal, mais aussi à Pittsburgh, à Boston, etc.? Bien, c'est en se rapprochant des instituts publics de la recherche, en s'immisçant dans les laboratoires, en regardant, il y a 10 étudiants à la maîtrise, c'est qui les 2-3 meilleurs? Bien, donnons-leur une nouvelle base de données, entraînons un machin amusant, intéressant, puis faisons en sorte que 3 mois plus tard, la personne elle soit déjà rendue dans la Silicon Valley à gagner 150 000. Vous voyez l'idée on a tellement besoin d'attirer les talents qu'on vient se coller sur les universités. C'est donc ce qu'on appelle la course aux talents. Et donc, encore une fois, pour les compagnies, c'est de retrouver les chercheurs là où ils sont. Cette expression-là, ce qu'elle veut vous dire, en fait, encore une fois, c'est que Montréal n'est pas le centre du monde. Les compagnies vont chercher des talents à Mumbai, les compagnies vont chercher des talents à Tel Aviv. Montréal, c'est la même chose qu'ailleurs. Pourquoi? Parce que le modèle est plus mobile, c'est-à-dire qu'on est capable, parce que c'est du numérique, etc., de faire beaucoup plus d'innervement à distance qu'avant. Donc, par exemple, contrairement au laboratoire de Bell dans les anciennes années, ou même de Research and Motion, où il y avait beaucoup plus de structuration, là, aujourd'hui, les modèles sont plus fluides et ça permet, donc, encore une fois, aux grandes compagnies de venir se coller sur les labos et tirer le profit de ce qui se fait de mieux en disant, bien, ce qui se fait de moins bon, bien, écoutez, gardez-les. Qui aura payé pour ce qui se fait de moins bon? Essentiellement les acteurs publics. Et donc, encore une fois, vous avez là-dedans, parce que vous êtes dans un rapport de pouvoir et de savoir, vous avez cette chose-là qui est de dire, bien, l'ensemble du modèle de la science ouverte, c'est un modèle qui est généreux parce qu'il permet l'innovation, mais c'est un modèle qui est relativement pervers aussi parce qu'il permet l'exploitation très poussée de ceux qui ont déjà les moyens. Et quand on parle de moyens ici, on parle bien sûr de la mathématique, donc les algorithmes, mais surtout les bases de données. Il y a plein de bases de données disponibles partout sur Internet, des bases d'entraînement, etc., qui ont une valeur économique presque nulle. Pourquoi? Parce que les vraies bases de données, c'est les plus grosses, c'est les plus charnues, et à ce moment-là, c'est celles qui sont possédées en des bases de données propriétaires qui ne seront jamais partagées, donc entre autres chez Google, Amazon et compagnie. Ça va? Et encore une fois, donc, c'est comment vous délimitez la part du public et la part du privé. Si l'entente est claire, si l'entente est bien faite, si l'entente est brevetée, si le cadre légal de la province, le cadre légal du fédéral, si tout ça est bien fait, à la limite, c'est un problème, mais on peut vivre avec. Le problème, pire, c'est cette obscurité ou cette ambiguïté des rapports qui fait en sorte qu'encore une fois, il y a certains qui vont s'en sortir mieux que d'autres. Bien, c'est ça qu'on doit encore mieux comprendre et qu'à l'heure actuelle, on comprend franchement mal. Donc, on a essayé, nous, de voir dans cette espèce de see you in the staircase model, là, qui a cette double affiliation sans trop vouloir le dire et sans trop vouloir en faire la promotion? Bien, entre autres choses, vous remarquez, les grands boss de chez Element AI, ils sont quand même souvent à voile et à vapeur. Et ça, c'est peu dit par rapport à la manière qu'ils sont exposés. Par exemple, Benjo, quand il est au Québec, va vous dire que c'est le directeur du MILA, va relativement peu publiciser le fait qu'il est très, très partie prenante du Element AI. Quand il se retrouve en Angleterre, par exemple, non seulement il vient chasser sur le territoire des sciences sociales, mais il va s'afficher franchement sur Element et MILA sans problème. On a poussé plus loin, on a dit, bien, regardez, l'important dans ce domaine-là, c'est les publications scientifiques. Est-ce qu'on s'affiche comme étant double affiliation dans les publications scientifiques? Pauvre lui, là, Tae-Sub Kim, on est tombé sur lui, mais il y en a plein d'autres exemples. Les gens s'affichent un peu à voile et à vapeur. Le modèle est hybridé à tel point qu'on a de la misère à savoir qu'est-ce qui appartient à quoi et qu'est-ce qui appartient à qui. Et entre autres choses, dans cette publication-là, là, vous allez avoir du Benjo, du Element AI, du Kim. Quand vous allez chez Kim, dans sa page de l'Institut public, le MILA, il va vous renvoyer à du Element AI et inversement. Vous avez donc un rapport encore une fois, il n'y a rien de plus fantastique que la métaphore. Là. See you in the stairwell. C'est ça, ce dont on parle, c'est ce stairwell-là. C'est la capacité des acteurs à être un côté, à une affiliation, l'autre affiliation. Le matin, je suis chez Facebook, l'autre matin, l'après-midi, je suis chez McGill et compagnie. Ça va se retrouver
partout, même chez des acteurs dont Benjo, qui va vous dire, à travers médias interposés, qu'il y a un problème aujourd'hui de cooptation des chercheurs par les entreprises. Il l'a dit à propos de Cambridge, entre autres, il l'a dit à propos d'Oxford. Bien, ce sont ces mêmes acteurs-là qui participent de cette équation-là à Montréal. Encore une fois, vous avez « You can talk the talk, but can you walk the walk ». Donc, vous arrivez à ce... Là, je suis en train de le reperdre. Je vais l'avoir. Vous arrivez donc à un des joueurs les plus importants aujourd'hui de l'écosystème montréalais qui combine beaucoup de choses et qui se retrouve donc à peu près au cœur de l'ensemble du nœud qu'on est en train d'essayer de défaire, qui est Element AI. Element AI, c'est a priori la rencontre de quelques entrepreneurs et la rencontre de quelques chercheurs qui deviennent, en bon anglais, le Cinderella Story des dernières années, parce qu'ils sont partout, parce qu'ils ont des missions sociales, parce qu'ils ont des trucs éthiques, parce qu'ils ont ci, parce qu'ils ont ça, etc. Et la question, encore une fois, c'est d'où vient la plus-value? D'où vient la richesse fondamentale? D'une compagnie qui n'existe pas ou qui existe très peu il y a quelques années, comment vous faites du 0 à 100? Comment vous créez de la richesse pour que des investisseurs étrangers disent, bon, on met du venture capitalism, etc. Et où la valeur? La valeur d'une compagnie, d'habitude, c'est dans ses brevets ou dans ses produits. Là, pour le coup, il n'y en a pas vraiment. D'où vient la valeur? Dans la connaissance. Elle est où, la connaissance? Dans quelques cerveaux. Quels sont ces cerveaux-là? Bien, il y en a un, entre autres, qui est lui. Mais vous apprenez en lisant le site web qu'ils sont aussi... c'est une gang. They know each other. Donc, vous avez, entre autres choses, très annoncé publiquement qu'ils ont un bon réseau d'une vingtaine de chercheurs de renommée internationale sur lesquels ils peuvent compter et sur lesquels ils vont franchement compter, de fait, pour générer de la valeur pour la compagnie. Ce que vous avez là, c'est un réseau de chercheurs publics qui sert de socle justificatoire pour une compagnie qui va aller chercher des rounds de financement privés dans la Californie à hauteur de 100 millions par-ci, 100 millions par-là. Mais fondamentalement, à ses débuts, Element AI, c'est beaucoup, je ne vous dis pas que c'est que ça, mais c'est beaucoup ce réseau-là et la mobilisation de ce réseau-là qui crée la valeur. Le problème avec ça, c'est quoi finalement? Puis je vais arrêter là-dessus, il me reste combien de temps? 5 minutes, parfait. Le problème avec ça, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, ce que vous garnissez d'un côté dans la coopération entre le Mila, Element, tout ça, vous le dégarnissez de l'autre. Element AI, qui est le bon élève, qui est celui qu'on cite toujours, on invite les gens de PR de Element AI. Element AI a des employés dédiés aux rapports de gouvernance, etc. C'est une compagnie qui est très bien organisée. Ce qui est gagné là, ce qui est gagné dans la cité de l'intelligence artificielle, va être perdu ailleurs. Les avancées sont contrebalancées par des reculs ailleurs. Et nous, parce qu'on est dans des sciences sociales et qu'on a des modèles holistiques, on essaye de calculer pas juste les bons coups, mais aussi l'ensemble des choses et des problèmes sociaux qu'on est en train de créer pour nous-mêmes. Enfin, nous-mêmes étant la société québécoise ici. Donc, c'est là-dessus que je finis. On va dire, qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on glorifie des bons élèves dans des écoles qui sont de plus en plus mal en point? Bien, essentiellement, quelques 4 derniers points. Implication de la gouvernance See You in the Stairwell. Ça, je vais la réécrire dans plusieurs autres publications. La gouvernance See You in the Stairwell, c'est très montréalais, mais c'est très internationalisé aussi aujourd'hui. Entre autres choses, c'est un bout de la citation de l'article qu'on a écrit, clairement, vous avez, et c'était dans le modèle de Jean-Jacques Simard au début des années 60, fin des années 70, l'idée que tout ça, c'est de la circulation de la richesse, du pouvoir et des ressources. On n'est pas en train de créer de la richesse, on est en train de faire circuler autrement la richesse, le pouvoir, les ressources. Donc, tout simplement, vous devez, en étant en sciences sociales, suivre la trace de ces évolutions-là. Deuxième chose assez importante, quand vous montez ça sur un modèle culturel, vous dites quoi? En fait, par médias interposés, on glorifie cette nouvelle réalité-là. Les médias annoncent toujours ces coups-là et ne réfléchissent jamais, ne remettent pas en perspective, ne critiquent pas ces annonces-là, tant et si bien qu'à la fin, on médiatise, légitimise, bonifie des choses qui devraient être questionnées. Et ici, c'est un exemple qui est tiré de l'actualité, par exemple, dans lequel on a dit, qu'est-ce que c'est l'année 2016 ou peut-être 2017, 2016?
Qu'est-ce que c'est cette année-là? Puis là, vous avez la Microsoft 6 millions, Google 5 millions. Ah, le fédéral, lui, a mis 100 millions. Le provincial, un autre 100 millions. Facebook, 6 millions. Il y a une inéquation entre la part des fonds publics et la part des fonds privés qu'on ne questionne pas. Et donc, parce qu'on ne les questionne pas, tacitement, au moins, on les légitimise. Et ça, franchement, c'est un problème parce que vous êtes en train de organiser l'intelligence artificielle comme réalité indépassable des sociétés sans même que vous ayez pensé à être une bonne idée de la questionner. Et l'enjeu à ce moment-là, c'est vous bonifier quelque chose que vous auriez dû critiquer et donc vous, tendanciellement, beaucoup même, vous êtes en train de creuser votre tombe. Les transformations sociales, les transformations des rapports sociaux qui vont être la résultante de l'intelligence artificielle et de l'automatisation de la connaissance à travers tout ça, sont des changements qui sont profonds et qui ne sont pas de l'ordre de, par exemple, on parle beaucoup aujourd'hui, par exemple, des emplois. Premièrement, on n'en sait rien. Deuxièmement, c'est une des dimensions, mais ce n'est pas que la seule dimension importante, même d'un point de vue social. Il y a plein d'autres choses qui doivent être posées comme question. Et entre autres, je vous laisse sur cette hypothèse-là, ce qu'on réussit très mal à questionner, c'est qu'est-ce que ça change sur, justement, la place de la science dans la société, la place des institutions dans la société, ou même, puis je vais finir là-dessus, la place de l'université dans la société. Et c'est ça qui est d'autant... Les institutions, parce qu'elles sont relativement lentes à réagir, sont souvent, un peu comme les dinosaures, les plus susceptibles d'être mal en point. Et donc, à la fin, ça, c'est d'autres entrevues qu'on a faites. Ce qu'on s'est fait dire, c'est, regardez, on valorise tellement l'intelligence artificielle, la recherche en deep learning, en machine learning, que tout le monde veut aller là-dedans, tout le monde veut en faire. Les institutions, les CRSNG, CRSH moins, mais CRSNG et compagnie, les CIFAR de ce monde, font tellement en bon français ce qu'on appelle un forcing, que tendanciellement, vous vous ramassez avec des gens qui, parce qu'ils veulent avoir leur subvention, vont tous à peu près aller, ça c'est pas moi qui l'ai dit, c'est quelqu'un en computer science qui nous l'a dit, il y a un tassement de fonds, peu apparent mais ô combien réel, de la science vers un type de science. C'est-à-dire qu'on spécialise le Canada à travers les super grappes, à travers les investissements privés, mais surtout les investissements publics. On est en train de spécialiser le Canada dans un type de science qu'on contrôle mal et qu'on connaît mal, premièrement. Et deuxièmement, et là je finis vraiment là-dessus, Chris Salter, qui est un collègue à Concordia qu'on adore tous, va vous dire, regardez, tout ça, c'est relativement peu nouveau. Tout ça, c'est un modèle californien de la Silicon Valley, qui est la force et la grandeur de l'université Stanford aux États-Unis, qui est une université privée et privatisante au maximum. C'est simplement ça qu'on est en train de faire. La question, c'est est-ce que c'est ça l'université québécoise qu'on veut? Est-ce que c'est une Stanfordisation ou une Silicon Valleyisation de l'enseignement supérieur qu'on est en train de vouloir? Ou au moins on est en train de réaliser la dimension. Est-ce que c'est ça qu'on est en train de réaliser? La réponse est certainement oui. Est-ce que c'est ça qu'on veut collectivement, socialement, culturellement, etc.? Là, c'est peut-être moins sûr. Mais pour le coup, c'est ça qu'on est en train de mettre en jeu, au moins. Tassement de la science, tassement de la culture, tassement du domaine de l'emploi. Vous êtes en train d'opérer beaucoup de transformations profondes en portant très peu d'attention à l'ensemble des problèmes et en valorisant ou survalorisant, franchement, l'ensemble des justifications morales, la déclaration, des protecteurs qu'on est supposé avoir, l'Observatoire et compagnie. Et je finis là-dessus. Est-ce que les protections qu'on est en train de se donner ne sont pas plutôt des divertissements que des réels sauf-conduits, j'aurais envie de dire. Voilà, j'arrête là-dessus. Merci.